Dans l'actualité des idées aujourd'hui, le monde est-il déchiffrable? On en parle avec notre invité, l'écrivain Yves Pagès, éditeur, co-directeur avec Jeanne Guyon des éditions Verticales, auteur aujourd'hui de Il était une fois sur 100, des rêveries fragmentaires sur l'emprise statistique qui paraît chez Zone Édition. Alors est-ce un ovni littéraire? Est-ce un essai sociologique? Comment qualifier ce livre qui interroge et qui nous interroge sur la quantification du monde à travers un inventaire de statistiques assez improbables, de pourcentages glanés ici ou là, de la biomasse des lombrics aux chiffres du loto, vous vous souvenez probablement tous, comme nous, du fameux 100% des gagnants ont tenté leur chance. Des articles en ligne dont vous avez déjà parcouru 30% du contenu, la suite est réservée aux abonnés, au pourcentage de CRS immatriculés dans les dernières manifestations. Après le juriste Alain Supiot et sa gouvernance par les nombres, après le mathématicien Olivier Rey, et quand le monde s'est fait nombre, Yves Pagès rouvre cette réflexion sur l'emprise des chiffres aujourd'hui dans nos vies. Bonjour Yves Pagès. Bon, bonjour. Merci beaucoup à vous d'être avec nous. 8% des Français voudraient revivre la préhistoire. Ça, c'est une statistique, et une vraie statistique, avant la calculatrice, donc avant les tableaux Excel, mais aussi avant Gutenberg. C'est dire le mal-être actuel, non? Oui, je pense que c'est dire le mal-être ou l'influence de l'heroic fantasy et de Tolkien. Et ensuite, oui, ça m'a amusé de comment se répartissaient les désirs des gens de vivre dans une autre époque. Et en fin de texte, comme souvent, je me suis mis à m'interroger évidemment sur ceux qui n'avaient choisi aucune époque, en me demandant si, comme moi, ils n'avaient pas envie de vivre plusieurs époques en même temps. Alors à la préhistoire, il n'y avait pas encore tous ces chiffres et ces statistiques, il n'y avait pas encore non plus les livres et l'écriture, mais il y avait déjà des signes qui pouvaient apparaître sur les parois des murs. On va tenter de voir quels sont les signes que cette époque très particulière nous envoie à travers cet exercice, cet inventaire que vous avez réalisé, Yves Pagès. Depuis quand vivons-nous, diriez-vous, dans cet empire des chiffres ou sous l'emprise des chiffres? Bah, moi, je suis un quinquas finissant, donc j'ai l'impression qu'en tout cas, j'ai vu l'accélération, une accélération évidemment qui est exponentielle, parce que vraiment dans les 10 dernières années, et pour le dire même plus précisément, dans l'année écoulée, ça a pris, une proportion, énorme. Ensuite, il suffirait d'aller regarder très précisément, la date des instituts de sondage, et cetera. Je pense qu'avant, finalement, c'était une expertise et un savoir qui étaient réservés à des spécialistes et qui restaient dans certains cénacles. Or que maintenant, disons que c'est un argument d'autorité, qui s'échange, et qui, est parfois, l'unique, argument, de telle, profession de foi, qu'elle soit, politique ou savante. Tous les pourcentages cités dans ce livre sont authentiques, comme un romancier dirait que tous les personnages ou les faits de ce livre sont réels ou fictifs. Alors pour vous, tous les pourcentages cités dans ce livre sont authentiques, aucun n'est de pure imagination, même si leurs sources n'apparaissent nulle part. Prévenez-vous en introduction de cet ouvrage. Des années durant, j'en ai noté des centaines dans un carnet, à tout hasard, sans trop savoir qu'en faire, sinon pour reparcourir avec perplexité ce vertigineux inventaire. Difficile de rompre la glace du monstre statistique, d'échapper à ces ordres de grandeur qui prétendent tout recenser de nos faits et gestes, quantifier nos opinions, mettre en coupe, régler nos vies matérielles. Quand ou pourquoi plutôt avez-vous débuté ce travail de recensement? Est-ce que vous vous souvenez de la première fois? Oui, je crois que je enfin, ensuite, les livres, et en effet de faux souvenirs. Mais évidemment, j'avais un peu réfléchi à quand est-ce que c'était la première fois. Bon, la première fois, je pense que c'est au comptoir d'un rad, un matin, où je lis Le Parisien, bah, sauf depuis 1 an et demi. Et je pense que la première qui m'a vraiment frappé, c'était, heu, alors je sais pas, je pense que c'était 25, mais je ne veux pas dire de bêtises, je les ai oubliés les chiffres. 25 des gens touchant moins de 1 000 € par mois, ont moins de 3 conversations personnelles par an. Donc c'était une magnifique, enquête, c'est assez rare, hein, une magnifique enquête statistique qui déjà associait 2 choses, c'est-à-dire un état de paupérisation avancée et en même temps, essayer de sonder c'est quoi la solitude. Voilà, qui voulait raconter nos solitudes. Alors par exemple, celui-là, par exemple, je l'ai peu Ouais. commenté parce que celui-là, il a une force interne. Ensuite, le deuxième que j'ai noté, c'était 24 des parents allemands auraient préféré ne pas faire d'enfants. Ça m'a tombé voilà. Et ensuite, alors ça, c'est quand on tombe là-dessus, c'est une perle,
on tombe dans un abîme de perplexité. C'est-à-dire qu'immédiatement, on se dit, mais ah oui, tiens, et puis on réfléchit à des cas de figure. Voilà, il y a quelque chose qui est... Voilà, donc j'ai glané d'abord des choses qui prêtaient, pas un insolite folklorique, mais quelque chose qui prêtait à rêvasser, à penser. Puis ensuite, j'en ai glané d'autres. Puis je me suis habitué à le faire. Et puis ensuite, j'avais toute cette masse et j'étais un peu coincé finalement par cette masse, m'autorisant assez peu à intervenir là-dedans, me disant je vais peut-être en faire je sais pas quoi, une énumération publique sous le mode de la contre-performance à la mode. Et puis finalement, il y a eu un décrochage à un moment donné où tout d'un coup, je suis rentré dans deux ou trois et puis je me suis dit non, non, à quoi ça te fait rêver, à quoi ça te fait penser? Vas-y, essaye. Voilà, vous, l'homme de lettres, vous vous êtes laissé emporter par les chiffres. Vous avez laissé les chiffres capturer en partie vos rêves et vos rêveries, d'où ces rêveries fragmentaires sur l'emprise statistique. Vous diriez que cette vision comptable du monde, elle s'est aggravée depuis vos débuts, les débuts de votre recensement, de cet inventaire? Ah ben là, c'était assez prodigieux parce que finalement, moi, mon livre a été un peu retardé à parution pour les événements pandémiques qu'on sait. Et c'est vrai que, du coup, il y a comme eu une validation a posteriori. Cet envahissement des chiffres, on l'a tous ressenti. Mais là, tout d'un coup, on l'a ressenti autrement parce que le compte à rebours des morts, et puis ces chiffres de plus en plus Le nombre complexes, d'hospitalisations, contradictoires. Alors ce vaccin, il marche à 73%, à 95%, etc. Et donc finalement, un appauvrissement total de toute pensée rationnelle, parce qu'on a quand même vécu un grand moment d'injonction, de double injonction contradictoire, de mensonges par omission, etc. Parce que tout le monde était un peu paumé, y compris les dirigeants, ce qui parfois les met à notre hauteur, ce qui n'est pas désagréable. Mais c'est vrai que tout était remplacé par des données chiffrées auxquelles on se livrait, comme si tout d'un coup, c'était le nouvel espéranto de la vérité. Ça a été aussi une manière d'organiser le monde durant cette dernière année, de comprendre comment cette pandémie, ce virus évoluait aussi, et de tenter de trouver des réponses rationnelles, diraient les experts et les scientifiques, à toutes ces questions, à tous ces doutes que cette pandémie a pu ouvrir. Mais ce qui est frappant à vous lire, c'est que cette vision comptable, elle semble avoir gagné tous les domaines de la pensée. La statistique, comment s'est-elle imposée par le jeu du 1+1, selon le mathématicien Olivier Rey, auteur, je vous le disais, de Quand le monde s'est fait nombre. La statistique nous colle à la peau parce qu'elle est un peu inhérente à la façon que nous avons précisément de faire société. C'est-à-dire qu'à partir du moment où précisément on a mis l'individu au départ, et qu'on conçoit la société comme un rassemblement d'individus, la manière naturelle d'analyser ce que c'est que cette société, c'est d'additionner les réalités individuelles. Et donc la statistique devient l'outil naturel, on pourrait dire, pour rendre compte de la réalité sociale, telle que nous la concevons. Et c'est justement ça, des découvertes, on pourrait dire, d'une certaine sociologie, c'est de se rendre compte que la société, c'est bien autre chose que le simple rassemblement d'individus. Voilà, la société, c'est bien autre chose que le 1+1 et la conjugaison, le rassemblement d'individus. Ce sont d'abord peut-être des singularités. Mm. Et les évaluations, la statistique, le problème, selon vous aussi, Yves Pagès, c'est qu'elles écrasent ça, les singularités. Elles produisent des moyennes. C'est pour ça qu'en tête du livre, j'ai mis une phrase magnifique du 3e album de Colette Magny, qui était « Comment ça va, les gens de la moyenne ?» qu'elle a fait en 1967, juste avant les événements. La moyenne, c'est ce qui écrase les écarts types, et nous sommes tous et toutes des écarts atypiques. Alors ensuite, on est non seulement des écarts atypiques, mais on est des singularités au sens fort, qui fait qu'on n'est pas des indivisibles individus, mais qui fait qu'on est ce que j'appellerais, qui devait être le titre en fait du livre, qui était des sous-ensembles flous. En fait, on est constitué d'énormément de micro-identités, d'où la vanité et l'absurdité du débat actuel. Alors, soit on est pour la République laïque, soit on est communautariste, séparatiste, etc. Non, mais au milieu de tout ça, il y a des sous-ensembles flous que nous sommes, qui sommes constitués d'énormément de micro-adhérences, de micro-parcours, de tares, de blessures, de cicatrices, et qui font la complexité de ce qu'est un individu, c'est-à-dire la personne au contraire la plus divisée au monde. Et la poésie, elle est aussi dans cette nuance, elle est aussi dans les creux.
pour Ah vous. ça, si vous me dites que la poésie est dans les creux, je n'ai plus rien à dire, sinon produire un creux qui adoube ce que vous venez de dire. Je soutiens mordicus qu'on peut corréler, graphique à l'appui, l'inexorable fonte de la croûte glaciaire et l'irrésistible hausse des profits spéculatifs, écrivez-vous. D'ailleurs, cette drôle de pensée buissonnière, je ne suis pas le seul à l'avoir abrégée, aux marqueurs sur les murs, elle fait un peu partout son chemin dans l'intelligence collective, plus de banquise, moins de banquiers. Vous aimez bien jouer aussi, Yves Pagès, avec l'absurdité des choses, hein, et même avec cet aspect poétique qu'on retrouve dans certaines de ces statistiques. Le plaisir de l'association, de la combinaison. C'est votre éditeur, dites-vous, qui vous a demandé de prendre cette affaire quand même très au sérieux, hein, de faire quelque chose de cette accumulation parce qu'elle dit quelque chose de nous. Bah, pour moi, c'était aussi un défi assez redoutable d'aller dans la collection Zone des éditions La Découverte, dont je suis un acheteur assez compulsif de livres, et d'aller auprès de Grégoire Chamaillou, mon éditeur, qui est quelqu'un dont je révère le travail. Voilà, donc en effet, tout à coup, il a fallu que je prenne au sérieux ma pratique d'association libre d'idées, qui me vient de mes lectures adolescentes du surréalisme, qui me vient de moi, tout simplement, de ma pratique des choses, et de la rêvasserie comme mode d'écriture. Et tout d'un coup, je me suis pris au sérieux, au sens où je me suis documenté sur toutes les choses dont je parle. Parce que c'était le contrat de départ avec l'éditeur. Tu ne peux pas dire n'importe quoi. Il faut quand même que tu ailles travailler derrière. Donc, si je parle de l'onomastique médiévale et que 25% des gens au Moyen-Âge se prénommaient Jean, il faut que j'aille un peu quand même être sérieux, quoi. Et disons qu'en cours de route, ce dont je me suis aperçu, c'est que cette libre association qui fait pour moi la base de la poésie, mais en fait, c'est aussi la base de la pensée théorique, aussi amateur et intuitive soit-elle, la mienne, et celle de toute personne, y compris au café de commerce, et il n'y a aucune honte, c'est là où est née la philosophie, elle est née au café de commerce, elle n'est pas née dans quelques coupoles que ce soit, et en fait, c'est aussi par accident que se sont faites les trois quarts des théories et des recherches, des découvertes, par un accident lié à des rencontres inopinées d'une machine à coudre, d'un parapluie sur une table de dissection. J'y crois réellement, c'est-à-dire que dans ce livre, en fait, parfois j'ai l'air de blaguer, mais en fait, j'y mets des choses auxquelles je crois assez intimement, et en même temps, je pense que le dire avec humour, c'est donner aussi au principe même de la gravité, lui donner un peu de légèreté, ça manque parfois. Raymond DeVos, qui savait manier les chiffres, les mots et aussi la poésie. On va écouter un extrait de son sketch « Parler pour ne rien dire » qui permet peut-être d'interroger, comme vous, cette part négligée des chiffres et des statistiques. On m'a demandé de faire un discours. Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire. Je sais, vous pensez, s'il n'a rien à dire, il ferait mieux de se taire. Oui, c'est trop facile. C'est trop facile. Vous voudriez que je fasse comme tous ceux qui n'ont rien à dire et qui le gardent pour eux? Eh bien non, mesdames et messieurs, moi quand je n'ai rien à dire, je veux qu'on le sache. Je veux en faire profiter les autres, et si vous-même, mesdames et messieurs, vous n'avez rien à dire, eh bien on en parle. On en discute, je ne suis pas ennemi du colloque. Mais me direz-vous, si nous parlons pour ne rien dire, de quoi allons-nous parler? Eh bien de rien. Et de rien, car rien, c'est pas rien. La preuve, c'est qu'on peut le soustraire. Rien moins rien égale moins que rien. Alors si on peut trouver moins que rien, c'est que rien vaut déjà quelque chose. On peut acheter quelque chose avec rien, en le multipliant. Bon, une fois rien, c'est rien. Bon, deux fois rien, c'est pas beaucoup, d'accord. Mais trois fois rien. Pour trois fois rien, on peut déjà acheter quelque chose. Et pour pas cher. Bon, maintenant, si vous multipliez 3 fois rien par 3 fois rien, rien multiplié par rien égale rien, 3 multiplié par 3 égale 9, ça fait rien de 9. La statistique pour vous, Yves Pagès, c'est comme parler pour ne rien dire pour Raymond DeVos. C'est ça, c'est chercher la part manquante? Là, c'est difficile d'enclencher après le génial Raymond DeVos, qui fait une réfutation de Wittgenstein. Ce qu'on ne peut dire, il faut le taire. Magnifique, hein, quand même. Parce que c'est là où, en fait, il y a plein d'implicites génial.
Mais je ne parle pas contre la statistique parce qu'en fait, je ne donne pas mes sources, mais d'ailleurs, je ne suis pas un ennemi. Mon frère est probabiliste, j'en parle à certains moments dans le livre. Enfin, moi, je ne suis pas un ennemi de ces données quantifiées. Ce que je veux dire, c'est il faut les associer, il faut s'en servir pour aller regarder ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a à côté, l'impensé du biais de la question auquel on répond dans un sondage. Il faut tourner autour, faut le faire comme un objet qui devient un objet non seulement ludique, mais un objet aussi qui peut permettre réellement de réfléchir le monde. Mais toutes seules, sans contexte, sans commentaire, ces statistiques sont des purs outils de gouvernance, de ce point de vue, des monstres froids qui me déplaisent profondément. Vous voulez peut-être évoquer la question du QI. En quoi ça vous semble si bizarre, particulier, voire un peu offensant qu'on tente de mesurer, objectiver notre intelligence avec ce chiffre, ce quotient intellectuel? Mon père était psychosociologue, vraiment pas très fan du QI, mais ça a fait partie de nos discussions quand j'étais adolescent, où ça fait quand même plaisir de traiter son père, qui était trotskiste en 1942, le traiter de fasciste, mais bon, ça fait du bien à l'ego de l'ado. Mais en fait, on avait des grandes discussions là-dessus, et c'est vrai que je disais, mais l'intelligence, ça n'existe pas. Objectiver l'intelligence, c'est immonde, c'est hitlérien. Tu sais, mon père disait, mais non, c'est plus compliqué que ça peut être des outils utiles aussi, parce que les surdoués, ils souffrent, etc. Et on avait plein de discussions là-dessus. Et donc, ce texte est aussi né de tout ça, quand j'ai découvert que des objectivistes cinglés ont décidé qu'à partir de 1974, l'intelligence avait baissé en Angleterre ou en France. C'est tellement bête. Et je me suis dit que n'importe quel singe savant, c'est la fin de la citation, aurait préféré casser le thermomètre que s'échauffer sur de telles hypothèses absurdes. Non, mesurer l'intelligence, pour moi, est une proposition qui est pré-transhumaniste, c'est-à-dire des propositions post-humaines, des propositions qui sont, pour moi, on ne peut pas les nommer, c'est tout. Enfin, c'est ce qu'il y a de pire au monde, Ce que pour vous moi. dites, c'est qu'en fait, on peut aussi pratiquer une sorte d'art du renversement sur chaque statistique, hein, où on peut prendre par exemple celui de la statistique que vous donnez des troubles de la personnalité dès la naissance, avec cette statistique sur 20% des nouveau-nés, un jour ou l'autre, connaîtront des troubles psychiques ou des troubles de la sociabilité, et donc quid des 80% restants, hein. Ben oui, oui, ça c'est un des textes dont je suis le plus fier, parce que c'est un des textes où tout d'un coup j'ai pu développer un des aspects de ce livre, qui est aussi de dire «je», c'est un moment, qui est une sacrée machine de guerre dans ce monde d'objectivation impersonnelle, d'arriver à dire «je». Voilà. Et ben là, je me sens tellement dans ces 20% de troubles du sommeil, de troubles, etc. Bon, je ne vais pas vous parler des troubles en direct, mais par contre, c'est de se dire «eh oui, mais en fait, quand on déprime, quand on s'effondre, quand on a vraiment un sentiment d'effondrement de la personnalité, qu'est-ce qui nous fait souffrir? C'est qu'il y a 80% des autres qui font semblant de tenir debout. Bien évidemment, cette statistique, elle est fausse. On est beaucoup plus nombreux. Et d'ailleurs, pendant la pandémie, tout d'un coup, les idées suicidaires ont augmenté, ont été multipliées par 2. Les dépressions ont été multipliées par 2. L'achat des anxiolytiques a été multiplié par 3 ou 4. J'ai plus ça en tête parce que j'ai un peu arrêté de prendre des notes sur les chiffres. Voilà, tout d'un coup, en fait, c'est la honte sociale d'avouer, en particulier pour les mâles, d'avouer cette défaillance psychique, etc. Mais bien sûr qu'on est beaucoup plus de 20%. Mais c'est le terrorisme de ces 80% de soi-disant bien portants, qui d'ailleurs explosent en burn-out en fin de carrière, parfois en n'ayant eu que mépris pendant tout le début de leur carrière pour tous les feignants, les pseudo-déprimés, etc. Voilà, donc c'est vrai que voilà, c'est une donnée qui me touche, et c'est vrai que l'injonction, la double injonction à la normalité psychique et aujourd'hui à la résilience. La résilience, c'est un processus que Cyrulnik et bien d'autres avant lui est un processus qui existe, qui est magnifique, etc. Mais si ça devient une injonction sociale et où on trie les non-résilients et les résilients, où on fait des projets de loi sur sécurité et résilience, climat et résilience, c'est en train tout simplement de devenir, comme dirait Klemperer, une évolution du vocabulaire qui va vers des éléments de langage totalitaires. Voilà, et vous titrez ce fragment, hein, Défaut d'origine, et vous écrivez: Personne n'aurait jamais demandé à être mis au monde s'il avait su que les dés étaient aussi pipés, se jouant ainsi de votre destin. Un malchanceux sur 5 promis à de tels troubles d'impersonnalité qui, dans certains cas résiduels,
pousse aux dernières extrémités. Vous dédiez ce livre, Yves Pagès, aux quantités négligeables, les presque rien sur 100, ces tâches aveugles du panorama collectif. Ces quantités négligeables, elles ne peuvent pas justement faire l'objet de renversements de perspective, ou elles peuvent aussi? Les quantités négligeables, moi, je l'emploierais à deux termes. Par exemple, les humains sont une quantité négligeable au regard de la biomasse animale et végétale. On est 0,0001%. Ça fait du bien de temps en temps de s'en rendre compte, d'un peu moins, de ne pas avoir oublié le vivant que nous rappelle aujourd'hui toute l'école anthropologique contemporaine. Ça peut être aussi, la quantité négligeable, c'est les gens qui votaient dans la démocratie athénienne, qui probablement atteignaient moins de 1% des gens qui habitaient à Athènes. 99% des autres n'étaient pas abstentionnistes, n'étaient pas conviés à participer à cet idéal de la démocratie. Mais bien évidemment, il y a aussi d'autres quantités négligées qui me touchent et qui sont les 0,1% d'adolescents qui fuguent chaque année. Voilà, ça me bouleverse. On a tous été traversés par l'idée de la fugue enfantine. Donc ça me touche. Je suis moins touché par les 2,3% au cours d'une manifestation où j'avais recensé les CRS et les gardes mobiles qui ne portaient pas leur numéro d'immatriculation dit Rio. Sur 104, j'en avais compté que 7 qui l'avaient. Je rapporte aussi les éléments de langage qu'ils mettaient, dégage, qu'est-ce que t'as, etc. Enfin voilà. Et donc ça, pour moi, c'était aussi mettre en scène comment on peut devenir aussi statisticien vivant. Voilà, par exemple, de cette pratique factieuse dans certains corps du maintien de l'ordre et qui sont régulières, permanentes. Il y a les 100% des gagnants qui gagnent au loto, on l'évoquait, mais il y a aussi le zéro ou les zéros. Et vous signez ce règne du zéro. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Alors ça, c'est une expression qui était la théorie de la vitre cassée, la tolérance zéro à l'insécurité, créée, je crois, autour, disons, l'ancien maire de New York, là, un Trumpiste qui est devenu un Trumpiste épouvantable, Broken Windows Theory, je crois que ça s'appelait. C'était la tolérance zéro. Et alors ça, c'est quelque chose qui me rend fou parce que dès qu'on veut réduire un vice, un comportement déviant, une incivilité, puisque ce mot-là aussi est apparu durant mon vivant, l'incivilité, un vieux mot de l'Ancien Régime, incroyable. Il y a d'autres mots quand même pour dire ça. Et ben, l'air de rien, toutes ces tolérances zéro à tout, pour moi, c'est ne rien comprendre à l'humain. L'humain est ambivalent, contradictoire. Il y a de la violence sociale, il y a de la violence en nous, il y a du ressentiment en nous, il faut les combattre, il faut les taire. Mais arriver à zéro ressentiment, zéro mégot sur le trottoir, zéro tout, ça n'existe pas. Donc, en fait, l'idéal, dès que quelqu'un, pour moi, tient un discours, il faudrait qu'il y ait zéro ceci. Soit c'est un utopiste qui croit en l'harmonie fouriériste ou Thomas Morris, mais il devrait quand même réfléchir au fait que toutes les utopies harmoniques complètes sont quand même des dystopies en neuf, enfin en devenir. Soit c'est un adepte d'un espèce de confort sécuritaire, de bourgeois occidental, bunkerisé, qui voudrait qu'il y ait zéro noir, zéro arabe, zéro tout, zéro déchet sur le trottoir, zéro mauvaise herbe entre les pavés, zéro... qu'il aille se faire soigner, parce que c'est un dépressif à son insu. Je ne sais pas, c'est le propre des bourgeois de vouloir absolument disons que les centres-villes, je parle, oui, bourgeois, je disais, oui, quand j'ai dit ça, parce que voilà, moi j'ai vécu les années 70, mais c'est pas le propre des bourgeois, vous voulez dire que les prolos peuvent avoir de la merde dans la tête, oui, il n'y a pas de problème, on est au courant. Yves Pagès, zéro, c'est aussi zéro sucre dans le yaourt, zéro graisse dans l'assiette, zéro protéine dans le potage. Il y a une envie peut-être à travers ce zéro ou ce règne du zéro d'aller ou de tendre vers une forme d'épure dans cette idée-là. Oui, mais le règne du fitness absolu en tout et pour tout me glace.
Voilà, c'est pour ça que vous avez mal traversé cette année aussi, où la santé, Non, parce qu'on a la tous pris condition 1 ou 2 humaine était kilos, donc ça allait. sanitaire, où la santé passait avant tout, et peut-être Oui, même bah, c'est d'ailleurs vrai avant que la pensée, à vous absolument, entendre. absolument, Ouais. absolument. Vous contestez aussi l'autorité morale de ceux à qui les statistiques ne résistent pas, hein. Ces dénombreurs, ceux qui ont le pouvoir des chiffres entre leurs mains et qui ont peut-être pris le pas et pris plus d'importance sur ceux qui avaient le pouvoir des idées jusque-là, hein. On est gouverné par des experts et cette expertise, cette statistique nous tient. Les consultants, les experts, j'ai du mal. Oui, oui, vous avez compris, j'ai du mal parce qu'en fait, c'est des relais, c'est des nouveaux relais intellectuels entre le pouvoir et puis les gens qui cherchent, qui sont parfois des vrais chercheurs en tant que tels, mais qui peuvent être aussi des associations, des mouvements, des étudiants en grève, etc. Ça cherche. Ça cherche, on trouve des idées. Mais en fait, maintenant, les relais, c'est un expert, un consultant, un spécialiste. On a vécu une pandémie, enfin moi je sais pas, je vis à Montreuil, je suis assez proche des gens qui autogèrent La Parole Errante, l'ancien théâtre où Armand Gatti était. Je sais pas, enfin moi il me parlait d'aérosols il y a 8 mois et d'acheter des appareils pour essayer d'aérer. Enfin voilà, il y a des savoirs collectifs. On a, je sais pas, quand au premier confinement, on s'est tous cousu des trucs en regardant les tutos, les patrons. J'ai même fait un peu de couture, c'était quand même assez étonnant. Fallait me voir avec une machine à coudre, c'était franchement quelque chose. C'était un peu Lautréamont déjà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi j'aime l'intelligence collective, j'aime tout ça, et c'est vrai que ces expertises autoproclamées de gens qui ont un savoir qui en effet est souvent articulé autour de un chiffre qui produit un effet d'autorité et qui est... J'ai pas dit que le chiffre est forcément faux, mais le chiffre tout seul, il veut rien dire. Donc voilà, quand on a un ministre de l'Intérieur qui vient nous dire que la criminalité est en hausse alors qu'elle est en baisse sur les biens et que les violences, par contre, augmentent affreusement et qu'en fait, on s'aperçoit que les violences qui augmentent, c'est celles qui avaient été déniées par notre société patriarcale depuis des lustres et qu'en fait, c'est la violence faite aux enfants et aux femmes dans un cadre disons, familiale au sens large, on se dit, mais il faut que ce ministre, voilà, il faut que quelqu'un arrête ce ministre et lui dise, mais vous dites n'importe quoi. Et quant aux blessés de la les morts de la police, globalement, la police, finalement, j'ai regardé un graphique l'autre jour, dans les accidentés du travail, mais la police, ils arrivent en dernier, après qui meurt au travail? Les ouvriers du bâtiment. Avec ou sans papier, intérimaire, ou en CDD ou en CDI. C'est eux qui meurent le plus. Voilà, ce que vous dites, c'est que ces chiffres, on leur fait dire aussi ce qu'on veut leur faire dire. Ou on ne Absolument. retient que ceux qui peuvent étayer une démonstration ou nourrir une décision. Cette intelligence collective, il nous reste quelques minutes, Yves Pagès, j'aimerais quand même qu'on s'y arrête, parce que tout n'est pas quantifiable, tout n'est pas mesurable, et peut-être pas elle, et peut-être pas notre part de rêve. Vous faites l'éloge des équivoques, des écarts atypiques et des utopies discordantes. Il faut pour ça faire un pas de côté, comme le suggérait Jacques Doyon avec son film L'an 01 de 1973. On nous dit, le bonheur c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose, si on faisait un pas de côté, on verrait ce qu'on ne voit jamais. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde dans ma tête. Si on faisait un pas de côté, les queues ne tomberaient plus en face des guichets. Si on faisait un pas de côté, les fusils ne tomberaient plus en face des soldats. Qu'est-ce que t'as fait? Eh ben, je m'amuse. Si on faisait un pas de côté, les coups de pied n'arriveraient plus au cul. J'ai fait un pas de côté, je me suis retourné, il a fait aussi un pas de côté et pan, je l'ai pris dans la gueule. Si on faisait un pas de côté, au lieu de sonner chez soi, on sonnerait chez le voisin. Monsieur. Ça, je suis votre voisin. J'ai jamais osé vous parler, alors je pensais que ça pourrait peut-être commencer ce soir. Puis c'est trop stupide de pas habiter, de cohabiter sans se connaître. Vous avez qu'à rentrer, ça me fera plaisir. Merci. Jacques Doyon, l'an 1, voilà extrait de ce film de 73. Et si on fait un pas de côté, Yves Pagès, que se passe-t-il?
Bah, d'abord, je suis un peu bouleversé parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui a compté pour moi, parce que voilà, c'était aussi une BD dans Charlie Hebdo, et voilà, enfin, c'est quelque chose qui est pour moi très, très touchant. Je l'ai souvent revu, ce film, parce que je ne l'ai pas vu en 73, j'avais 10 ans, je ne l'ai pas vu à cette époque-là. Et ça commence vraiment par un plan sur une gare avec le premier rôle de Gérard Depardieu dans un dialogue, mais ils prendront plus le train parce qu'ils le prennent tous les jours et on va s'arrêter là. C'est infrapolitique, il n'y a pas de discours idéologique. Il y a l'utopie de on s'arrête, on réfléchit et c'est patrie. Je crois que c'était le slogan qui était sur l'affiche. Avec des dizaines de gens, hein, Rufus, tout ça, qui ont tous joué gratuitement et tout ça. C'est déjà une utopie, ce film. Donc j'en parle à la fin du livre parce que c'est vrai que dans les derniers textes, j'ai voulu aussi que les retournements soient pas uniquement drôles ou malins ou un peu agacés, énervés. Voilà. Je voulais aussi que ça ouvre des fenêtres. Que ça fasse des pas de côté, en effet. Et une chose est importante pour moi, un des fils du bouquin, c'est ça pour ça que ça s'appelle des rêveries, parce que c'est vrai que c'est la modalité même de mon écriture, mais ça parle aussi du rêve. Il y a des choses sur les aveugles de naissance, comment ils rêvent, les bébés dans le ventre de leur mère, ils rêvent quasiment aux trois quarts temps. Et puis, à la fin, il y a vraiment une ode, mais qui est vraiment quelque chose que je travaille dans beaucoup de mes livres. En tout cas, il y a quelque chose qui approchait de ça. Et là, j'étais content parce que je crois que je suis arrivé à le dire très clairement. Tout le monde va croire que c'est une infinie blague, alors que ça ne l'est absolument pas. C'est que, en fait, pendant la phase du sommeil paradoxal, nous faisons des petits courts-métrages de 15 minutes. Tout le monde en fait. Tout le monde est artiste. C'est pour ça qu'aussi tout le monde, tous les enfants font des dessins, sont des petits Picasso, ce qui n'exclut pas que Picasso soit un grand peintre. Et que c'est une donnée qui a été très importante pour moi, utopiquement, de dire ben voilà, on peut être des créateurs de quelque chose et on peut fabriquer des rêves chacun et tous ensemble d'une société peut-être autre. Les statistiques n'ont pas trouvé encore l'entrée de la fabrique à rêves. Ça reste un espace protégé. Et ce livre est une invitation au rêve. C'est peut-être la destination même de ces fragments que vous nous livrez là, Yves Pagès. Quand vous et moi sommeillent des trésors d'imagination, l'économie marchande veut bien en tirer des profits indirects, mais pas reconnaître que la grande œuvre du métier de vivre consiste à ronfloter dans son coin, ni que cette oisiveté à l'horizontale soit le point culminant de la productivité humaine. Merci beaucoup à vous, Yves Pagès, et un grand merci à toute l'équipe de La Grande Table.